L'épisode entier a commencé lorsque je me suis aventuré dans un endroit inconnu après avoir déposé l'un de nos clients les plus pénibles à l'aéroport. Ayant enduré une matinée remplie de ces plaintes, je ne me suis pas senti pressé de retourner au bureau. Compte tenu de ce morne mardi et de la perspective d'un après-midi à examiner des contrats, j'ai décidé de m'arrêter dans un bar-restaurant terne situé à environ 1,5 km de l'aéroport. Mon plan était de profiter d'un déjeuner tranquille et de 2 bières avant de retourner travailler à la mine de sel. Assis dans une banquette, savourant ma bière et contemplant le défi de trouver un bon hamburger dans ce monde, mon attention a été attirée par un couple qui entrait dans le restaurant. Les observant tandis qu'ils s'installaient dans une banquette de l'autre côté de la salle, assis côte à côte, je n'ai pu m'empêcher de remarquer la femme, une blonde pulpeuse en jupe courte, dévoilant ses jolies jambes, et portant un haut moulant rose à manches courtes. Son compagnon avait tout d'un voyou en herbe, peinant à assumer un style en jean skinny et veste en cuir noir. Mon intérêt soudain pour ce couple apparemment heureux s'explique lorsque je révèle que la femme était Shelly, ma belle-sœur, et que le type qui l'accompagnait n'était clairement pas son mari, mon frère Dave. Pis encore, il était évident qu'ils étaient plus que de simples connaissances. Ils ont passé leur commande de boisson auprès de la serveuse et se sont immédiatement lancés dans des démonstrations d'affection sans retenue, s'embrassant goulûment dans la banquette. Choqué, j'ai observé l'homme glisser sa main le long de sa cuisse, sous la jupe courte. Shelly a interrompu leur baiser, laissant sa tête retomber contre la banquette en soupirant. La question n'était pas de savoir si j'allais aborder la situation, c'était évident, mais si j'allais parvenir à me retenir de les confronter violemment sur le champ. Je n'avais jamais eu d'affection pour Shelly, la désapprouvant depuis que mon frère avait commencé à la fréquenter. Mon pessimisme n'a fait que croître lorsqu'il est tombé éperdument amoureux d'elle, pour annoncer leur fiançailles seulement 4 mois après le début de leur relation. Dave, à 23 ans, ne semblait pas conscient de ce dans quoi il s'engageait. Impossible toutefois de le lui faire comprendre. À ses yeux, Shelly représentait tout. De mon point de vue, elle était une fille jolie, gaie, un peu superficielle et égoïste, pas aussi intelligente ni intéressante que Dave. En somme, ils semblaient tous les deux adorer la même personne, Shelly. Il aurait tout fait pour elle, et c'est précisément ce qu'elle aimait chez lui. À ma grande surprise, les 3 premières années de leur mariage m'ont semblé très heureuses. Cependant, la scène se déroulant à 10 mètres de moi laissait penser que cette période idyllique était terminée. Le gars qui l'accompagnait avait maintenant la main sur la taille de Shelly, l'embrassant dans le cou tout en la caressant. Les yeux fermés, elle ne m'a pas vu approcher et a sursauté lorsque je me suis assis en face d'eux. Je les ai salués d'un ton détendu. La scène était presque comique quand ses yeux se sont ouverts en grand et que son petit ami a retiré précipitamment ses mains. En me voyant, le visage de Shelly est passé de la surprise à la stupeur, puis à un choc véritable. Sa mâchoire est tombée, et elle est restée figée, me fixant d'un regard vide. Le type, lui aussi, a eu un air stupéfait pendant un instant, avant de paraître agacé. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai continué en restant cordial, demandant à Shelly comment elle allait et prenant des nouvelles de Dave. Puis, me tournant vers lui et lui tendant la main, je me suis présenté en tant que Will, le beau-frère de Shelly, insistant bien sur le fait que je suis le frère de son mari, Dave. Le type a écarquillé les yeux et est resté figé, ignorant ma main tendue. Shelly a commencé à se ressaisir, balbutiant que Robbie était un vieil ami. Avec un sourire amical, j'ai fait une remarque au sujet de la position délicate dans laquelle il se trouvait, ce qui a fait halter Shelly, craignant que j'aie été témoin de leurs agissements. Robbie s'est brusquement levé et a marmonné qu'il devait partir. Sans un regard pour Shelly, il a quitté rapidement le restaurant. Plus tard, j'ai fait une remarque désinvolte à Shelly sur Robbie, en disant qu'il avait l'air d'un gars sympa et en me demandant pourquoi il était parti si précipitamment. Intérieurement, je bouillonnais de rage devant la manière dont mon frère Dave était traité par cette femme. Exprimant ma frustration, j'ai gardé un ton bas, mais j'ai clairement fait comprendre que Dave adorait Shelly, faisait tout pour elle, et que cela ne lui suffisait pourtant pas, puisqu'elle s'adonnait à des activités illicites avec un individu douteux, coiffé de cheveux gras et affublé d'une moustache à la Matt Dillon ratée. Shelly semblait terrorisée, son visage devenant livide face à mes reproches. Elle a bredouillé, essayant de s'expliquer, mais sa voix s'est éteinte avant de conclure. Après l'avoir observé un moment, j'ai laissé exploser ma colère, lui faisant part de ma déception. Je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait et combien d'autres types étaient impliqués. Shelly s'est mise à supplier, agrippant ma main désespérément, me priant de ne rien dire à Dave. Malgré ses supplications,
je me suis demandé si je devais informer mon frère de l'infidélité de sa femme. Je me suis questionné, méritait-il de connaître la vérité sur la personne qu'il avait épousée? Shelley était soit incroyablement naïve, soit trop abasourdie pour réfléchir clairement. J'ai retiré ma main, tout en réfléchissant à la possibilité de dévoiler à Dev cette vérité douloureuse. Son regard était affolé, et elle semblait réfléchir à toute vitesse. Je me suis adossé, un sourire en coin, curieux de ce qu'elle pourrait bien me proposer pour acheter mon silence. Shelley, après un instant d'hésitation, a changé d'expression. Elle m'a supplié de ne pas dire la vérité à Dev, promettant de tout me révéler. Selon elle, une autre femme, avec qui j'étais moi-même impliqué, me trompait aussi. J'ai éclaté de rire face à cette révélation invraisemblable. Shelley m'a regardé fixement, affirmant ne pas plaisanter. Selon ses dires, cette autre femme voyait un gars du club de sport depuis au moins 2 semaines. Cette certitude m'a déstabilisé, même si je la croyais impossible. Nous étions mariés depuis 7 ans, en couple depuis 10, et elle était la personne la plus dévouée, raisonnable, gentille, attentionnée et honnête que je connaissais. Elle m'aimait, j'en étais sûr, tout autant que je l'aimais. Shelley s'est penchée en avant, devinant mon trouble, prétendant dire la vérité et expliquant que l'autre femme s'était confiée à elle la semaine précédente au sujet de cette aventure. J'ai scruté son visage, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Malgré la terreur initiale que Shelley avait manifestée, elle semblait maintenant calme et maîtresse d'elle-même, comme si elle partageait une révélation authentique plutôt qu'une histoire insensée et désespérée. Même s'il m'était difficile de rejeter immédiatement ses paroles, compte tenu de notre histoire et de son récent comportement, je ne pouvais m'empêcher de douter. Assis à table, j'ai observé Shelley, qui paraissait guetter mon prochain geste. Sans rien lui avouer de mes intentions, je savais que cacher son infidélité à Dev n'était pas une option. Mais j'avais besoin d'éclaircissements au sujet de ma propre femme. J'ai parlé lentement, suggérant que nous pourrions trouver un accord. Après un temps de réflexion, j'ai exprimé mon refus de me laisser duper par Anne. J'ai proposé à Shelley que, si elle pouvait m'aider à réunir des informations sur la prétendue liaison d'Anne, je ne révélerais pas à Dev ce dont j'avais été témoin cet après-midi-là. En revanche, j'ai précisé une condition, elle devait jurer de ne plus revoir Robbie ni aucun autre homme, hormis Dev. Un soulagement s'élut sur son visage quand elle a juré de respecter cet engagement. « Tu as ma parole, Will ?» a-t-elle demandé. Je suis resté sceptique quant à la valeur de sa parole. Pour répondre à sa question, j'ai voulu savoir jusqu'où elle serait prête à aller pour tenir sa part du marché. Expliquant que je voulais des preuves au sujet de la prétendue aventure d'Anne, j'ai proposé un plan à Shelley, je lui fournirais un magnétophone à cacher dans son appartement. Elle inviterait Anne, lui offrirait du vin et entamerait une conversation détendue pour l'inciter à révéler les détails de sa liaison. Je voulais savoir qui était l'homme, où et comment l'aventure avait commencé, à quelle fréquence ils se voyaient et pour quelles raisons elle faisait ça. En expliquant mon plan à Shelley, j'ai pris conscience que je commençais à croire à son récit improbable sur l'infidélité d'Anne, ce qui me rendait furieux. Shelley a hoché la tête, affirmant qu'elle pouvait s'en charger. Elle a suggéré de rendre Anne plus bavarde en lui confiant des détails sur sa propre aventure pour créer un climat de confidence féminine. Avec sarcasme, j'ai demandé à Shelley si Robbie était le seul de ses amants ou si elle en avait eu d'autres. Elle a catégoriquement nié toute autre liaison, sans parvenir à me convaincre. 20 minutes plus tard, je repartais au bureau, l'esprit assombri par la perspective de voir le mariage de Dev s'effondrer et le mien peut-être suivre le même chemin. Mon premier réflexe aurait pu être d'appeler Dev pour tout lui dire sur ce que j'avais surpris Shelley en train de faire, mais j'ai compris que je ne pouvais pas. J'avais toujours été le grand frère posé et raisonnable, tandis que Dev, plus charmeur et sociable, avait enchaîné les relations brèves, surtout parce qu'il était trop bavard. Dès qu'il a rencontré Shelley, tout a changé. Malgré son assurance et sa prestance, il était devenu, en 1 ou 2 mois, un adolescent amoureux. Shelley l'avait complètement ensorcelé, et il avait été prêt à l'épouser. Dev l'idolâtrait, la jugeant incapable de la moindre faute. Sachant que sa dévotion envers Shelley était inébranlable, j'ai renoncé à lui parler avant de détenir des preuves concrètes. Il ne me croirait pas tant qu'il n'entendrait pas la vérité sortir de la bouche de Shelley elle-même. À propos d'Anne, j'espérais qu'il s'agissait d'un mensonge ou d'une erreur de la part de Shelley. Mais plus j'y réfléchissais, plus je me disais qu'elle pouvait parfaitement m'avoir raconté n'importe quoi par pur désespoir, ce qui, si je le découvrais, la détruirait encore plus, ou qu'elle pouvait dire la vérité. À mon bureau,
j'ai griffonné sur un bloc-notes la liste des démarches à effectuer si le pire se confirmait, gestion des cartes de crédit, vente de la maison, transfert des titres de voiture, etc. J'espérais de tout cœur pouvoir jeter cette feuille dans quelques jours. Le soir, en arrivant à la maison, Anne préparait gaiement le dîner en chantonnant. Lorsqu'elle m'a accueilli avec un gros câlin et un baiser, elle avait l'air de la femme aimante que j'étais toujours heureux de retrouver en fin de journée. Malgré les soupçons qui m'avaient miné l'esprit tout l'après-midi, je savais que je devais continuer à jouer l'époux innocent encore quelques jours. Sous la surface, je bouillonnais, partagé entre la colère et la douleur, sans savoir comment réagir. Nous avons discuté de tout et de rien pendant le repas, mais lorsque, au moment du dessert, elle a évoqué sa séance de sport au club, j'ai senti le besoin de la sonder un peu. Feignant la légèreté, j'ai fait une remarque ironique à propos de ses entraînements, en plaisantant sur le fait que le club offrait peut-être de la crème glacée gratuite. Elle a ri, non sans un léger rougissement, et m'a expliqué qu'elle se sentait bien grâce à un bon entraînement intensif, et qu'elle rentrait heureuse à la maison, auprès de son mari aimant. Elle a aussi mentionné que, quelques semaines auparavant, le pantalon noir que j'aimais tant commençait à la serrer, mais que maintenant il lui allait parfaitement. Elle a souri avec affection, et j'ai dû reconnaître intérieurement combien elle était séduisante et à quel point je l'aimais. Si vraiment elle me trompait, je ne savais pas comment gérer ces sentiments contradictoires. Malgré ce qu'indiquait le calendrier du tribunal, mon mariage s'est en réalité terminé exactement une semaine plus tard, un autre mardi. Shelly et moi avions tout orchestré. Je lui avais donné un petit magnétophone à cacher dans son salon, et elle avait prévu d'inviter Anne pour déjeuner un mardi, jour de congé pour Anne. Shelly, qui ne travaillait pas, me tenait au courant toute la journée, faisant semblant de me laisser tranquille alors que je ne cessais de me demander ce qui se disait entre les deux femmes, et dans quelle mesure cela pourrait bouleverser ma vie. À 16h30, lorsque Shelly m'a appelé pour m'annoncer que tout était terminé et qu'Anne était partie, j'ai senti mon cœur se serrer, priant pour un dénouement différent. Je lui ai demandé si Anne s'était confiée. Shelly, légèrement éméchée, a gloussé et répondu affirmativement. Elle m'a raconté qu'elle avait parlé de Robbie, et qu'Anne, de son côté, avait révélé des détails sur Maran, insistant sur le fait qu'il était vraiment grand. Submergé par la tension, je me suis rendu compte que je serrais le combiné au point d'en avoir mal à la main. Nous avons convenu que j'arriverais dans 20 minutes. En arrivant chez Shelly, elle m'a remis le magnétophone dès la porte franchie, me rappelant la promesse que j'avais faite de ne rien dévoiler à Dave. Je l'ai rassuré, lui garantissant qu'il n'entendrait rien de ma bouche. J'ai insisté pour qu'elle fasse en sorte qu'Anne ne découvre jamais l'existence de cet enregistrement, car elle serait furieuse et pourrait se venger en informant Dave. Hochant la tête, Shelly m'a laissé partir. Cette soirée a compté parmi les plus douloureuses de ma vie, car je ne pouvais écouter la cassette qu'une fois Anne endormie. J'ai donc continué à feindre d'être le mari aimant, même si elle était encore un peu sous l'effet de l'alcool après son après-midi chez Shelly. Elle m'a avoué avoir bu beaucoup de vin, et, en prime, elle était d'humeur très affectueuse. Après avoir débarrassé la table, elle m'a entraîné vers la chambre, me demandant, sur un ton coquin, si j'avais un petit quelque chose pour elle ce soir. Je me suis questionné, pouvais-je seulement avoir envie de ce moment ? Peut-être que ce serait la dernière fois que nous serions intimes, et j'espérais, contre toute logique, qu'il n'y avait finalement rien à découvrir. Je l'ai suivie dans la chambre, et nous avons fait l'amour. Pour elle, c'était certainement faire l'amour, pour moi, il n'y avait aucune tendresse, juste un tourbillon de pensées entre peur, douleur et rage. Une fois nos étreintes terminées, nous sommes restés un moment silencieux, et puis nous avons recommencé. Peu après, Anne s'est endormie profondément, son doux ronflement résonnant à côté de moi. Je me suis retiré dans la chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et j'ai écouté la cassette. Les premières minutes de conversation entre Shelly et Anne étaient plutôt légères et banales, Shelly l'encourageant à boire pour la détendre. Au bout d'un moment, Shelly a avoué à Anne qu'elle voulait lui confier un secret et a commencé à lui raconter sa propre aventure avec ce crétin de Robbie. On s'aperçoit vite qu'Anne était déjà au courant, et Shelly se contentait de lui donner des détails croustillants pour l'amener à s'ouvrir davantage. Shelly a accompli sa mission avec brio, avouant même dans un éclat de rire que Robbie n'était que le dernier amant, pas le meilleur, puisqu'il y avait eu un autre nommé Ellis, hélas parti vivre ailleurs. Anne a gloussé et fait semblant d'être choquée, tout en semblant apprécier l'histoire. L'avalanche de détails sordides me laissait indifférent, j'avais déjà compris le genre de femme qu'était Shelly, et ces précisions ne feraient que m'aider à convaincre Dave de sa trahison. J'ai résisté à l'envie d'avancer rapidement la bande,
attendant nerveusement le moment où Shelly dirigerait la discussion vers Anne. Finalement, Shelly s'est enquise de son histoire avec un ton faussement intrigué, prétextant vouloir en savoir plus sur la liaison d'Anne, tout en gloussant qu'elle connaissait déjà l'essentiel, qu'elle l'avait rencontré au club de sport et qu'il était, selon ses propres mots, particulièrement bien doté. Mon corps s'est tendu en entendant la voix d'Anne rire et affirmer qu'il était « grandiose », le plus grand qu'elle n'ait jamais vu. Elle s'est mise à donner des détails supplémentaires, admettant qu'au début, elle doutait que « ça puisse entrer », ce qui a provoqué des éclats de rire chez les deux femmes. Envahi par la révélation, j'ai mis la cassette sur pause et me suis affalé sur la chaise, essayant d'encaisser la nouvelle. Mon mariage était officiellement détruit. Restait à savoir si j'avais la force d'entendre la suite. Songeant à mon avocat, je me suis dit qu'il pourrait être utile de tout écouter. Après un instant, j'ai rallumé l'appareil, décidé à faire face à l'intégralité du récit, afin de comprendre l'ampleur de la trahison et d'imaginer la suite de ma vie. Shelly a demandé comment cette histoire avait commencé. Anne a expliqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me tromper et qu'elle s'en voulait à mort. Elle a souligné combien nous étions heureux et à quel point elle était stupéfaite de se retrouver infidèle, avant de mettre cela sur le compte d'un problème de BDF qui la faisait rire. Entendant Shelly lui demander la signification de BDF, elle a répondu qu'elle préférait expliquer après avoir bu un verre de plus. Anne a continué, disant qu'elle fréquentait ce club de sport depuis 2 ans pour ne pas s'affaisser et pour rester attirante à mes yeux. Quelques mois plus tôt, elle avait remarqué l'arrivée d'un nouveau coach, marrant, très séduisant, aux épaules larges et aux muscles impressionnants, et prompt à flirter avec toutes les femmes. Elle se rappelait l'avoir vu discuter à voix basse avec une certaine Patty MC Alisté, ancienne collègue d'Anne. Elle se souvenait l'avoir vu entrer dans le bureau de Marrant et, plus tard, dans les vestiaires, Patty paraissait bien assouvie, arborant un air rêveur et un sourire vague. Anne l'a saluée, constatant son bonheur. Patty lui a confié qu'elle avait un « gros problème de BTF, Big Tool Fever », tout en ricanant et en expliquant que Marrant était incroyablement doué au lit et superbement équipé. Patty ajoutait que c'était absolument fabuleux, qu'il lui faisait vivre les sensations les plus dingues de sa vie. Bien que ce récit ait de quoi attirer l'attention, Anne n'avait au départ pas envisagé de céder. Après tout, Patty était divorcée et libre de ses actes. Au fil des semaines, Anne est devenue curieuse à propos de Marrant. Elle se montrait plus réceptive à son flirt de légers frôlements, des contacts sur l'épaule pour régler une machine. Un jour, lors d'exercices au développé couché, dans une zone presque vide, Marrant s'était placé derrière elle, prétendument pour l'aider, de sorte que sa braguette se trouvait juste au-dessus de sa tête. Anne avait pu apercevoir l'ampleur de la bosse dans le short du coach. Elle dit avoir failli lâcher la barre sous le choc, parvenant tout juste à terminer ses répétitions. Puis, lorsque la barre a été replacée, Marrant avait pris sa main, la faisant descendre sur son short, où elle avait senti un sexe énorme et dur comme la pierre. Il l'avait alors conduite dans son bureau, après avoir vérifié que personne ne les regardait. Anne, dans un état second, le laissa faire. Derrière la porte fermée, il avait retiré son short et, sans un mot, l'avait prise. C'était, selon Anne, une véritable folie. Elle était ressortie de la vidée, complètement bouleversée. Shelly a réagi d'un « wow » plein d'admiration, semblant sincère. Elle a supposé qu'Anne continuait l'aventure avec Marrant. Anne a confirmé qu'après cet épisode dans le bureau, elle avait erré jusqu'à la douche, tremblante, se sentant faible, puis était rentrée à la maison. Elle a précisé qu'elle se sentait coupable, morte de trouille à l'idée que je découvre tout, mais qu'étonnamment, je n'avais rien deviné et que notre soirée s'était déroulée normalement. Elle avait néanmoins esquivé tout rapprochement, craignant que je ne perçoive quelque chose. Le lendemain, pour dissiper mes éventuels soupçons, elle a fait en sorte que nous ayons des ébats très intenses, me donnant tout ce qu'elle pouvait, pour masquer son éventuelle culpabilité. Anne a avoué s'être tenue éloignée du club pendant 2 semaines, déterminée à ne plus approcher Marrant. Elle disait se répéter « Je suis une adulte mariée à un homme formidable, je peux résister ». Puis, elle a fini par reprendre le chemin de la salle de sport. Les premières fois, Marrant s'est contenté d'un clin d'œil et de quelques compliments, la laissant tranquille. Anne a cru avoir surmonté la tentation, relâchant sa garde. Jusqu'à ce fameux jour où Marrant l'a de nouveau attrapé au développé couché, même situation, main posée sur son sexe, direction le bureau. Et cette fois, elle n'a plus vraiment essayé de lui résister. Shelly a suggéré que cette deuxième fois avait dû être meilleure, ce qu'Anne a confirmé avec un ton presque rêveur,
tout en expliquant que malgré l'amour et la satisfaction qu'elle trouvait avec moi, elle se sentait incapable de résister au pouvoir de Maran. Elle a expliqué n'avoir jamais été attirée par d'autres hommes, même lorsqu'un collègue dragueur, Alex, l'avait sollicité. Avec Maran, c'était différent, d'une intensité jamais ressentie. Riant encore, Anne a reconnu le caractère démentiel de cette histoire, précisant qu'elle ne voyait rien en Maran hormis un partenaire sexuel hors norme, qu'elle surnommait « le don de Dieu », pour s'amuser. Les deux femmes en riaient. J'ai écouté cet échange, sentant ma colère se propager dans mes veines. J'ai tenu à entendre jusqu'au bout, mais il n'y avait plus beaucoup de révélations. Anne confiait que, depuis cette deuxième fois, elle avait cessé toute résistance et le voyait 2 à 3 fois par semaine depuis près d'un mois. Elle ajoutait même que nos propres étreintes lui semblaient plus excitantes, sûrement à cause de l'excitation de son secret. Manifestement, la fièvre du « Big Tool » avait supplanté la culpabilité qu'elle pouvait ressentir à me tromper de moi, l'amour de sa vie, son mari depuis 7 ans, qui croyait encore au principe « renoncer à tous les autres ». Il m'a fallu un certain temps pour digérer ce que je venais d'entendre. Il était 2h30 du matin quand j'ai finalement éteint l'appareil et suis resté assis, la tête vide, avant de m'assoupir quelques heures dans la chambre d'Amy. Je n'avais plus envie de dormir à côté d'elle ni de lui parler. Vers 6h30, je suis parti de la maison, laissant un mot bref et glacial disant que j'avais une réunion tôt et que j'étais désolé de ne pas l'avoir mentionné avant. La veille au soir, j'avais déjà fait 2 copies de la cassette au bureau. À 8h30, j'ai appelé mon meilleur ami de la fac, Eddie, qui travaille dans un grand cabinet d'avocats en centre-ville, pour lui demander un service, me caser une entrevue d'1 heure avec la plus impitoyable avocate spécialisée en divorce de son cabinet. Après un moment de silence, il m'a demandé ce qui se passait, puis, comprenant ma détresse, a exprimé son soutien. 2 heures plus tard, Eddie m'emmenait dans le bureau de Margaretha Danson, une associée principale dont la réputation glaciale n'était plus à faire. Eddie me l'avait décrite comme une grande prédatrice qui ferait fuir n'importe quel requin dans l'océan. Son regard et sa poignée de main n'ont fait que confirmer qu'elle était redoutable. J'ai immédiatement été soulagé de l'avoir de mon côté. J'ai fait écouter à Margaret et Eddie une partie de l'enregistrement. Après quelques extraits, Margaret a demandé à sa secrétaire de filtrer tous ses appels, et nous avons écouté le reste dans le silence. Une fois la lecture terminée, nous sommes restés un instant sans parler. Puis, Margaret a lancé directement « Très bien, qu'attendez-vous de moi ?» J'ai expliqué que je voulais divorcer pour cause d'infidélité, ajoutant que je ne souhaitais pas entendre le classique « différends irréconciliables ». J'ai indiqué que je comptais être raisonnable sur nos économies, mais que je tenais à garder la maison. Je voulais aussi qu'Anne reprenne son nom de jeune fille, parce que, selon moi, elle ne méritait plus d'être Madame Will-Harris. Margaret a hoché la tête, m'observant attentivement, puis m'a demandé de lui laisser un moment avec Eddie pour régler quelques points. 5 minutes plus tard, de retour dans le bureau, elle m'a assuré que le divorce se déroulerait probablement sans encombre, qu'Anne accepterait sûrement mes conditions, mais qu'elle m'a averti que l'enregistrement serait irrecevable, Anne n'étant pas au courant que la conversation était enregistrée. J'ai grimacé et ajouté l'élément impliquant ma belle-sœur Shelley, ses propres tromperies, l'accord qu'elle avait passé avec moi, et le fait que la première partie de la cassette la concernait. J'ai expliqué mon intention d'informer mon frère Dave, en sachant combien cela le dévasterait. À moitié en plaisantant, j'ai suggéré que Margaret se tienne prête à s'occuper aussi du divorce de mon frère. Margaret et Eddie ont écouté la partie concernant Shelley. Après avoir longuement réfléchi, Margaret a résumé la situation en ironisant « Vous deux, vous avez vraiment su choisir vos épouses. » Constatant ma réaction, elle s'est excusée pour son manque de tact. Elle a ensuite détaillé la situation juridique, la cassette serait irrecevable pour prouver l'infidélité d'Anne, puisqu'elle ignorait son enregistrement, mais Shelley pourrait être appelée à témoigner de ce que lui a confié Anne. Ce serait suffisant pour que l'avocat d'Anne comprenne qu'il n'avait pas grand-chose à plaider. Dans le cas de Dave, en revanche, la cassette était recevable, parce que Shelley savait qu'elle était enregistrée, elle ne pouvait donc pas s'y opposer. Le divorce de Dave s'annonçait donc quasiment gagné d'avance, à moins que Dave ne se montre vraiment déraisonnable. Puis, Margaret a évoqué le club de sport, suggérant de le poursuivre, lui et Maran. Ce dernier n'avait probablement pas d'argent, mais le club, de son côté, préférerait régler cela discrètement pour éviter qu'une telle histoire ne s'étale dans la presse. Imaginez les maris qui annuleraient l'abonnement de leur femme. Margaret estimait qu'un chèque dans les 6 chiffres, voire plus d'1 million de dollars, pourrait conclure l'affaire. Nous avons échangé un sourire teinté d'amertume.
Margaret a promis de lancer la procédure de divorce. Eddie m'a raccompagné. Il était navré de me voir ainsi, mais je l'ai rassuré, plaisantant que cette situation nous permettrait au moins de rejouer plus souvent au tennis ensemble. Le reste de la journée, je l'ai passé à régler divers détails, j'ai appelé un serrurier pour 16h30, j'ai prévu un dîner avec Dave pour ne pas être présent quand Anne rentrerait. J'ai coupé ses cartes de crédit, ouvert des comptes séparés et rédigé une lettre pour Anne, ce qui m'a demandé plusieurs essais. Comment dire adieu à la femme qu'on aime, même quand on a été trahi de la pire des manières? Une fois la version finale écrite, je l'ai glissée dans une enveloppe et marqué « Anne » dessus. En fin de journée, le serrurier avait terminé vers 17h15. Je suis resté seul, buvant une bière dans la cuisine, en silence. Puis j'ai scotché la lettre à l'extérieur de la porte d'entrée, j'ai verrouillé et suis parti. Je savais qu'elle arriverait entre 18h et 18h30 et je me suis demandé ce qu'elle ferait en premier, tenter d'ouvrir la porte pour découvrir que sa clé ne fonctionnait plus, ou lire la lettre. Notre mariage est terminé à présent. Tu seras libre de t'amuser autant que tu le souhaites avec Maran et son gros tool. J'ai fait changer les serrures. Si tu veux récupérer tes vêtements et tes affaires personnelles, appelle mon avocate. J'ai laissé son nom et son numéro. Elle organisera un accès surveillé à la maison quand je n'y serai pas. Je ne te parlerai plus. Tu m'as brisé le cœur. Je t'aimais autant qu'un homme puisse aimer une femme et j'espérais vieillir ensemble. Dommage que nos vœux de mariage ne signifiaient pas autant pour toi qu'un coup avec un gros tool, autant qu'ils signifiaient pour moi. Lorsque Dave m'a rejoint au restaurant pour dîner, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Une fois nos commandes passées, j'ai pris une inspiration et lui ai avoué qu'Anne me trompait et que j'avais l'intention de divorcer. Il m'a fixé, bouche bée, ce qui était rare chez lui. Mon Dieu, Will, ma parole, Anne? Es-tu sûr? Se rendant aussitôt compte de l'inutilité de sa question en voyant mon regard. Il m'a alors demandé si je voulais en parler, et nous avons discuté de ma peine et de ma détresse. Vers la fin du repas, je lui ai révélé un second point, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. C'est Shelly qui m'a permis d'obtenir ces preuves. Elle a enregistré une conversation avec Anne, où Anne lui a confié toute l'histoire. Dave m'a regardé, compatissant, je suis vraiment désolé, Will. Ça ne m'étonne pas que Shelly t'ait aidé, elle t'a toujours bien aimé. J'espère que ça ne te met pas en colère, mais j'ai de la chance d'avoir une femme aussi formidable que Shelly. Il a commencé à l'encenser. C'en était trop. Je l'ai interrompu avant qu'il ne poursuive dans ses louanges. Je lui ai dit, écoute, Dave. S'il te plaît, ne dis pas un mot de plus. Je vais payer l'addition, et ensuite on va rentrer à la maison. Il faut que je te fasse écouter quelque chose. Une fois arrivé chez moi, j'ai trouvé un mot avec « Will » écrit dessus d'une écriture fleurie, glissé sous la porte d'entrée. Je ne l'ai même pas ouvert et l'ai laissé sur la table du couloir. Je l'ai entraîné dans la chambre d'amis. Après avoir insisté sur l'importance de ce qu'il allait entendre, j'ai prié Dave de se rasseoir pendant que je quittais la pièce pour aller chercher l'appareil. Je suis revenu, j'ai remis la bande au début et j'ai posé le magnétophone devant lui. Puis je suis sorti. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des bruits étouffés, puis un grand fracas, sans doute le magnétophone ou la chaise qui tombait. Dave a commencé à faire les 100 pas, j'entendais ses pas et sa respiration heurtée, tandis que la cassette poursuivait son récit douloureux. Finalement, un silence est tombé. Quand je suis entré dans la cuisine, Dave s'y trouvait, l'air dévasté et fou de rage. Il m'a explosé au visage, m'accusant d'avoir savouré cette histoire, d'avoir gardé la vérité pour moi et de l'avoir laissé chanter les louanges de Shelly alors que je savais. Il pensait que je me régalais de la situation, moi qui n'aimais pas Shelly depuis le début. J'ai alors éclaté à mon tour, me dressant face à lui, lui demandant comment il pouvait penser ça de moi. Notre échange de regards a été viol, puis progressivement, Dave s'est effondré. Les épaules basses, les mains se desserrant, il s'est rassis, l'air d'un vieil homme fatigué. Après un instant, il a murmuré. « Pardon, Will. Je sais que tu souffres autant que moi, mais c'est dur. Tu le savais depuis une semaine, et tu ne m'as rien dit. » J'ai répondu, le plus doucement possible, « Dave, souviens-toi de tes réactions chaque fois que j'ai émis la moindre critique contre Shelly. Tu ne m'aurais jamais cru. Je l'ai découvert il y a une semaine, et je savais que je ne pouvais pas t'en parler tant que tu n'entendais pas sa propre voix, tant que tu ne constatais pas toi-même. Je n'ai eu cette cassette qu'hier.
Nous avons bu quelques bières tous les deux tandis que je lui racontais en détail ma découverte, l'accord passé avec Shelley, le rôle de l'avocate Margaret Adanson, prête à s'occuper aussi de son divorce. C'est du gâteau, m'a-t-elle dit, l'ai-je informé. Nous avons discuté jusque tard dans la nuit, puis Dave s'est écroulé dans la chambre d'amis. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais nous n'avons pas répondu, et j'ai fini par le décrocher pour avoir la paix. Les jours, puis les semaines, ont passé. Anne m'a laissé des messages en pleurs, me suppliant de la rappeler, mais je n'ai jamais répondu. Je ne voyais pas l'intérêt de lui parler. J'avais déjà tout entendu. Elle a essayé de me surprendre au travail, mais j'avais demandé à la réceptionniste de m'avertir, et je quittais discrètement mon bureau à chaque fois qu'elle apparaissait. Je l'ai même vue stationner devant la maison à quelques reprises, mais je faisais un détour et attendais qu'elle parte. Shelley, quant à elle, m'a laissé quelques messages enragés, ponctués d'insultes, un contraste cinglant avec les supplications de Anne. Au bout de 2 jours, j'ai décidé de ne même plus écouter leurs messages. Margaret Adanson a fait son travail avec brio, les papiers du divorce ont été envoyés, elle a contré les manœuvres de l'avocat d'Anne, et une date a été fixée pour le jugement. Au début, l'avocat d'Anne clamait qu'il n'y avait aucune infidélité. Margaret lui a transmis une copie de la cassette, après quoi, il a cessé de prétendre qu'il n'y avait pas eu tromperie. Il a juste rétorqué que la cassette était irrecevable. Margaret, sûre de ses arguments, n'a même pas daigné répondre, laissant filer le temps jusqu'à ce que le camp adverse demande finalement un accord à l'amiable. Quant à Dave, il a déménagé de l'appartement qu'il partageait avec Shelley et s'est installé temporairement dans ma chambre d'amis. Il la guettait, attendait qu'elle sorte, puis m'appelait. Nous avons emporté toutes ses affaires en moins de 2 heures. Il m'a confié, je ne veux pas la voir, ni l'entendre. Je veux juste disparaître de sa vie. Les larmes lui montaient aux yeux, et j'ai détourné la tête. Je savais trop bien ce qu'il ressentait. Shelley a laissé à Dave quelques messages plus violents, après qu'il l'a ignoré. Finalement, il a coupé tout contact et laissé Margaret gérer son divorce. Celle-ci m'a expliqué que Shelley réclamait plus d'argent, puis qu'elle avait renoncé en prenant conscience qu'avec la cassette, elle n'avait aucun argument légal solide. Le jour où Dave a signé les papiers, Shelley avait déjà apposé sa signature. J'étais à ses côtés quand il est sorti du bureau de Margaret, un sourire triste aux lèvres. Il a remercié l'avocate puis s'est éclipsé aux toilettes, où je l'ai entendu sangloter de l'autre côté de la porte. 3 semaines plus tard, c'était mon tour, aussi un mardi. Nous nous sommes retrouvés avec Anne et nos 2 avocats. Son avocat et elle avaient accepté un accord, mais exigeaient 2 conditions, que j'abandonne l'accusation d'infidélité, et que j'ai un entretien privé avec Anne avant de signer. J'ai indiqué à Margaret que j'acceptais de la voir, mais que je refusais de gommer la cause d'infidélité. Nous avons finalement conclu un compromis, je lui laisserai la possibilité de me persuader. Si elle réussissait, nous changerions le motif en « différends irréconciliables ». Malgré tout, au fond de moi, je sentais que rien ne me ferait changer d'avis. Pourtant, j'avoue que j'éprouvais un curieux besoin d'entendre une dernière fois ce qu'Anne avait à me dire. J'avais vécu 10 ans à ses côtés, je ne pouvais pas juste partir sans mot dire. En arrivant dans la salle de réunion, Anne était assise, vêtue d'une robe bleue que j'avais toujours trouvée ravissante sur elle. Ses cheveux étaient coupés plus courts, ça lui allait bien, mais elle semblait pâle. C'était la même femme dont j'avais été follement amoureux. Je me suis assis en face d'elle, le cœur battant, affichant néanmoins un air neutre. C'est ta réunion, Anne, dis-moi ce que tu veux. Mais, s'il te plaît, 2 choses, ne me dis pas à quel point tu m'aimes et ne me dis pas que ce n'était que du sexe. Elle a rougi, et les larmes lui sont montées aux yeux. Will, je suis tellement désolé. Comment ne pas dire ces choses? J'ai fait la pire erreur de ma vie, je t'ai fait du mal, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je ressens pour toi. C'était juste, du sexe. Une pulsion absurde. Je suis si idiote. J'ai eu un pincement, mais je savais que rien ne changerait. Je me suis levé pour contempler la fenêtre, refusant qu'elle voie ma peine. Derrière moi, j'entendais ses sanglots étouffés. Chérie, ça ne signifiait rien. Ça ne remettait pas en cause mon amour pour toi. Je l'ai laissé parler. Je connaissais ses phrases par cœur. Au bout d'un moment, je suis revenu m'asseoir, la regardant fixement. Et moi, sache que je t'aime toujours, Anne. Mais c'est fini. Tu as détruit ce qu'on avait de plus précieux, hormis notre amour, la confiance.
Comment pourrais-je encore faire l'amour avec toi en me demandant si c'est à lui que tu penses, avec son engin hors norme? Comment pourrais-je vivre en permanence dans le doute, craignant que tu ne découvres un autre partenaire? Elle pleurait toujours. Au bout d'un instant, elle a murmuré. S'il te plaît, je ne te demande qu'une chose, une seconde chance. Ça me tuerait de te perdre, Will. Je te promets de te consacrer ma vie, de rattraper cette faute. J'ai pris une longue inspiration. Anne, imagine l'inverse. Suppose que j'ai rencontré une bombe avec une poitrine incroyable, et que je l'ai baisée en secret pendant des semaines, juste parce que c'était un super plan, sans rien ressentir pour elle, rien d'autre qu'une envie de sensation forte. Penses-tu que tu aurais pu me le pardonner? Aurais-tu pu surmonter cette trahison? Tu voudrais me surveiller en permanence, douter de toi-même, de ta beauté, te demander si je ne te compare pas à elle. Avoue qu'en toute sincérité, tu ne le supporterais pas. Elle a reniflé, relevant des yeux noyés de larmes. J'y ai pensé 1000 fois, Will. Je me suis dit que je serais incapable de passer l'éponge si les rôles étaient inversés. Mais c'est justement pour ça que je te demande d'être plus courageux, plus fort que moi. Je t'en prie, laisse-moi te montrer que je peux réparer cette erreur. Nous sommes restés silencieux 1 ou 2 minutes, ranimant en pensée tous nos beaux souvenirs. Finalement, je me suis levé, me détestant autant que je la détestais pour tout ce gâchis. Je ne sais pas si je ne peux pas, ou si je ne veux pas, mais je ne suis pas cet homme plus fort ou plus courageux que tu réclames. Adieu, Anne. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte, me retournant un bref instant pour lui laisser une ultime parole. Sa tête était baissée, elle ne disait plus rien. Margaret m'attendait dans le couloir, une expression curieusement compatissante sur son visage sévère. Changer le motif en « différends irréconciliables » ai-je lâché d'un ton amer. Ça ne représente plus rien pour moi. Plus tard, Dave et moi étions attablés dans ma cuisine. Nous avions bu quelques bières, sans être ivres. Je lui ai dit. J'ai fait quelques projets. Il a hoché la tête, et j'ai poursuivi. Après les honoraires d'avocat, il me reste environ 800 000 $ du règlement avec le club de sport. J'en ai investi la majeure partie en placements sûrs, pour notre avenir lointain, mais j'ai gardé 50 000 $ de côté. J'ai baptisé ce petit compte « Fonds de convalescence pour Will et Dave Harris ». Et j'ai loué un condo de 2 chambres à Cancun pour 4 semaines, dans 2 semaines. Va voir ton patron et préviens-le. On va profiter de la vie entre divorcés, heureux, gay divorcés en anglais, si tu vois ce que je veux dire. Il a levé un sourcil, et j'ai ri. Non, pas gay dans ce sens-là, espèce d'idiot. Joyeux, quoi. On a assez pleurniché sur notre sort et sur les coups bas qu'on nous a faits. Cancun a été un vrai bol d'air frais autant que possible pour 2 types au cœur brisé. On a pris beaucoup de soleil, fait du tennis, de la natation et on a bu un peu trop, sans jamais dépasser les limites. Les jours passant, nous avions meilleure mine, un moral plus décontracté. Et il faut rendre grâce au charme de mon frère Dave. Malgré la blessure infligée par Shelly, il a su retrouver son bagou. Résultat, nous n'avons pas manqué de compagnie féminine. Sa méthode fétiche consistait à repérer 2 jolies femmes assises ensemble, à m'entraîner vers leur table et à lancer avec un sourire charmeur. Mesdemoiselles, je suis sûr que vous ne voudriez pas qu'un inconnu vous offre un verre, alors permettez-moi de vous présenter mon frère, Will Harris. Puis, c'était à moi, le plus timide, de dire. Enchanté, je suis ravi de faire votre connaissance. Et voici mon frère, Dave Harris. Alors il se reculait et ajoutait. Voilà, maintenant qu'on n'est plus des inconnus, on peut vous offrir un verre. Souvent, cette approche déclenchait au moins des sourires, voire des rires, et nous finissions accompagnés pour la soirée. Parfois, la compagnie durait jusqu'au petit déjeuner. Après tout, des femmes célibataires en vacances à Cancun cherchaient aussi à s'amuser. J'ai fini par avoir 6 conquêtes en 4 semaines, Dave, sûrement un peu plus. Pour moi, c'était surtout une façon de m'occuper l'esprit. Les premières fois, j'étais crispé, hanté par l'image de Maran et de son engin, même à des milliers de kilomètres de là. Mais les femmes ne le remarquaient pas, et le fait de faire l'amour avec quelqu'un de nouveau m'aidait un peu à oublier, chaque fois davantage. Une seule expérience a été différente, Shannon, une grande rousse irlandaise, de mon âge à 1 an près. Nous avons fait les mêmes choses, boire un verre, dîner, danser, puis finir la nuit ensemble. C'était amusant, agréable et décomplexé. Ce qui a changé,
c'est que vers 3 heures du matin, je me suis réveillé, des images d'Anne me hantant encore, et j'ai commencé à pleurer doucement. Shannon s'est réveillée, s'est mise à genoux à côté de moi, m'a pris dans ses bras et m'a murmuré « Laisse sortir tout ça, ça va aller ». J'étais mortifié de ma vulnérabilité, mais elle m'a incité à parler. J'ai fini par lui raconter toute l'histoire, jusqu'à l'aube. Ensuite, nous sommes allés à la cuisine, j'ai préparé un petit déjeuner, et elle m'a raconté son propre divorce, aucun adultère, juste un mari trop obsédé par son travail et de plus en plus distant, au point que leur couple n'avait plus de substance. Elle était célibataire depuis presque 2 ans. Le soleil se levait, nous sommes retournés au lit, et sans un mot, nous avons fait l'amour à nouveau. Cette fois, ce n'était pas juste un moment de plaisir, mais un élan où nous cherchions mutuellement du réconfort en nous regardant dans les yeux et en nous murmurant des mots tendres. Pendant 4 jours, nous avons vécu une parenthèse merveilleuse. Puis Shannon est reparti, et Dave s'est inquiété pour moi, de peur que je me raccroche trop à elle. Il m'a rappelé qu'elle était rentrée chez elle et que nous avions encore 10 jours de vacances. Il a réussi à me distraire avec quelques matchs de tennis, et le soir, nous avons fait la connaissance de 2 secrétaires de San Francisco venus pour leur première escapade hors des États-Unis. L'une d'elles, Barbara, s'est retrouvée dans mon lit le lendemain. 8 mois s'étaient écoulés depuis Cancun. Dave avait depuis longtemps trouvé un super appartement, mais nous passions toujours du temps ensemble. Un soir, alors que nous dînions tous les deux dans un restaurant que nous aimions beaucoup, il m'a averti « Ne te retourne pas, mais un couple vient de s'installer, et, elle est là, avec un autre type. » J'ai senti mon cœur s'emballer. Après quelques secondes, j'ai jeté un coup d'œil, et nos regards se sont croisés. Anne m'observait. Je lui ai adressé un sourire poli et lui ai fait un petit signe de la main, auquel elle a répondu timidement. Puis, j'ai reporté mon attention sur Dave et j'ai repris la conversation. Il m'a demandé si c'était la première fois que je la revoyais depuis le divorce. J'ai acquiescé. Je lui ai avoué que ça me faisait un choc plus grand que je ne l'aurais cru, probablement à cause de la surprise. On va essayer de passer une bonne soirée, ai-je suggéré. Ne me dis pas ce qu'elle fait ni avec qui elle est. Dave m'a approuvé. Il s'est remis à me raconter une anecdote au sujet d'une collègue qui le draguait depuis quelques semaines. À la fin du repas, alors que nous savourions notre café, j'ai senti une main sur mon épaule et entendu cette voix si familière me demander comment j'allais. Je me suis levé, j'ai plongé mon regard dans celui d'Anne et je l'ai saluée. Elle m'a proposé une danse, pour le bon vieux temps, et j'ai accepté. Sur la piste, je l'ai tenue contre moi, la musique rendant la nostalgie plus forte. Je sentais sa chaleur, son parfum, des sensations qui me projetaient dans nos souvenirs. Nous avons échangé quelques banalités sur nos boulots, la météo, puis nous sommes restés silencieux, tous deux envahis par l'émotion de se retrouver ainsi, l'un contre l'autre. Quand la chanson est presque terminée, Anne m'a légèrement repoussé pour plonger son regard dans le mien et s'enquérir de mon état. Je n'avais aucune obligation de sincérité envers elle, mais j'ai choisi de répondre honnêtement, je vais, ça va. Mieux, je suppose. Certains jours sont plus simples que d'autres. Te croiser ce soir, danser avec toi, je ne pensais pas ressentir un tel choc. Anne, un air grave, a avoué que pour elle, c'était encore plus difficile. Chaque jour, je lui manquais, et cette danse faisait remonter trop de souvenirs. Je n'ai pas su quoi répondre. La chanson s'est achevée, elle a hésité à me lâcher, puis m'a demandé. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais fait le bon choix? Moi, je n'arrête pas de me demander si tu n'as pas fait le mauvais. Plus tard, après avoir déposé Dave chez lui, il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai assuré que oui. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain pour un match de tennis. En rentrant chez moi, je suis entré dans la chambre à moitié plongé dans l'obscurité. Elle s'est retournée, me demandant comment s'était passée la soirée avec Dave. Je lui ai raconté la rencontre improbable, la danse avec Anne, en reconnaissant que c'était mieux qu'elle ne soit pas venue. Elle a souri doucement et m'a proposé. Viens, serre-moi un peu dans tes bras. J'ai accepté, l'enlaçant. Elle m'a déposé de légers baisers dans le cou, et j'ai ressenti toute la douceur réconfortante de cette présence familière. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.